العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui concerne tout le monde. Parce que soit vous êtes parent, soit vous allez être parent. Et donc, c'est quelque chose qui nous touche tous, que l'on soit parent, que l'on ne soit pas parent, que l'on soit en contact avec des enfants, ça va forcément, notre comportement va forcément impacter les enfants. Alors, je vais commencer par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ce hadith, il dit quoi? Il dit, il n'y a pas un nouveau-né qui ne soit musulman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant qui naît sans qu'il ne soit déjà musulman. Et c'est ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Parce qu'à l'époque, c'était des adorateurs du feu. Mais là, à notre époque, on peut très bien le transposer différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous, les parents, qui faisons de nos enfants ce qu'ils sont maintenant en tant qu'adultes. C'est pour ça que notre responsabilité, elle est énorme, elle est immense. Et c'est pour ça que je voulais intervenir sur ce sujet. Alors, qu'on se mette bien d'accord. Il n'y a aucun jugement sur les parents. Je ne porte aucun jugement sur les parents. Nos parents et les parents actuels, en tout cas nos parents, ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Ça, c'est évident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes là ce soir, si vous êtes demandeur, c'est parce que vous avez besoin de comprendre, parce que vous êtes dans un autre état d'esprit, vous avez compris des choses, il y a des choses que vous ne voulez pas, mais vous avez besoin d'outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer justement cette éducation qui est positive pour faire de vos enfants des adultes responsables, équilibrés, harmonieux dans cette société actuelle, cette société qui est très difficile. Alors, les enfants ont besoin de quoi? Les enfants ont des besoins. On a l'impression que avoir des enfants, c'est tout simple. Ils sont bébés, ils mangent, ils dorment, ils mangent, ils dorment, ils mangent, ils dorment. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Ensuite, ils commencent à se mettre à quatre pattes. Bon, ils se mettent à quatre pattes, ils avancent, mais ils touchent à tout. Donc, on va les circonscrire dans un petit périmètre. Hein. Soit on les met dans un yopala, soit on les met dans un parc. Comme ça, ils ne bougent pas, ils ne touchent pas. Donc, on pense bien faire. Mais ça n'est pas respecter les besoins de l'enfant. Maintenant, quels sont les besoins de l'enfant? Vous êtes confronté chaque jour à des réactions de vos enfants que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est tout à fait normal. Nous, en tant qu'adultes, on pense que l'éducation, c'est fais ci, ne fais pas ça. On pense que l'éducation, on pense bien faire. Parce qu'on se dit que si on éduque à la dure, on va faire de nos enfants des personnes fortes. Des personnes fortes et qui peuvent appréhender tous les problèmes de la vie. Mais c'est le contraire qui se passe. Parce qu'en ayant une éducation qui est dure, qui ne respecte pas les besoins de l'enfant, justement, ça va créer le contraire.
ça va construire l'effet inverse chez les enfants. Et combien d'adultes actuels qui ont eux-mêmes des enfants ont du mal à être en interaction avec leur épouse, avec leur époux, avec les gens autour de soi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu ce dont ils avaient besoin pour pouvoir être des adultes équilibrés dans cette société ou dans n'importe quelle autre société. Et tout commence dans le ventre de la maman. C'est pas quand on a 14 ans qu'on commence l'éducation. C'est quand on est tout bébé, déjà dans le ventre de la maman. Tout commence là. Parce que le but, c'est quoi? C'est de développer quoi chez l'enfant? Vous savez, qu'est-ce qui est mis en avant dans notre religion? Qu'est-ce qui est mis en avant? Ce qui est mis en avant, c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a été choisi comme étant notre guide. Il est venu pour quoi? Il est venu pour parfaire les nobles caractères, pour parfaire les bons comportements. Et donc, c'est quoi le but? Le but, c'est d'éduquer. Avec quoi? Quand on est dans le bon comportement, on est dans l'empathie. Quand on est dans le bon comportement, on est dans le bien que l'on veut à l'autre. Donc, quand on veut du bien à l'autre, on essaye de faire comprendre à l'autre avec des paroles bienveillantes, avec de la patience, avec beaucoup d'amour. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir éduquer notre enfant? Il n'y a qu'un seul moyen. Un seul moyen, et ça, c'est le mot d'ordre que l'on doit garder en mémoire toujours, toujours, toujours. C'est l'empathie. L'empathie. L'amour et la bienveillance. L'empathie, c'est vraiment le point de départ de toute éducation. Alors, ça va commencer dans le ventre de la maman. À partir de 6 mois de grossesse, tout commence là. Ça veut dire que l'enfant va ressentir les choses qu'il y a à l'extérieur. Il va ressentir le stress de la maman. Il va ressentir ce que ressent la maman. Donc, si maman est malheureuse, si maman est triste, si maman est stressée, ça va faire quoi? Eh bien, elle va dégager du cortisol qui va toucher l'enfant. C'est l'hormone du stress. Et l'enfant va être stressé. Et quand l'enfant est stressé et qu'il évolue dans le ventre de la maman de cette manière-là, quand il vient à la naissance, il y a des altérations cognitives qui se créent. Mais je vous rassure tout de suite, tout ce qui n'a pas été donné à l'enfant quand il était petit, ce qui est formidable, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des choses, vous ne pouvez pas vous imaginer. Comment on ne peut pas aimer notre Créateur? Ce qui est extraordinaire, c'est que le cerveau de l'enfant est malléable. Et même quand il grandit, même quand on est à l'âge adulte, il y a encore cette élasticité. Peut-être pas de la même manière que quand on était enfant, mais au moins elle existe. Et ce qui va réparer tout adulte qui a été cassé quand il était petit, la seule chose c'est quoi? C'est l'empathie. L'empathie et l'amour. Tout est rattrapable. Tout est rattrapable. Rien. Il suffit juste de donner ce qu'il faut. Quand on donne l'outil qu'il faut, quand on donne ce qu'il faut, alors oui, tout est rattrapable. Et ce qui est bien, c'est que vous en avez conscience. Parce que vous êtes là. Et vous avez envie d'apporter ce qu'il faut. De pouvoir corriger certaines choses. Parce qu'on ne savait pas. Moi, je ne savais pas. Quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, j'ai tout raté en fin de compte. J'aurais pu donner plus. J'aurais pu donner. Mais alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, l'enfant, quand il vient au monde, il a besoin de cet attachement avec la maman. C'est la maman qui va faire justement, qui va créer ce lien d'attachement. Parfois, c'est le papa, parce qu'il y a des papas qui ont justement cette fibre maternelle et qui sont très proches
et qui veulent être proches de leur bébé. Et donc, ils s'impliquent. C'est vrai que ce n'est pas fréquent, mais ça existe. Et ça, on peut pas, on doit le reconnaître et on doit vraiment le féliciter parce que c'est formidable. Alors oui, c'est un défi d'être parent parce qu'on va être confronté à énormément de choses et que à partir du moment où on décide d'être parent, il faut être conscient que ça va durer longtemps, que vous n'allez pas dormir, vous allez peu dormir, vous allez devoir être à l'écoute, vous allez devoir être, mettre les priorités à un autre endroit. Mais ça, vous devez le faire en jonglant avec votre rôle de parent et votre rôle de couple. Et ça, il ne faut pas oublier que on ne doit pas être, quand on est parent, quand on devient parent, on ne doit pas effacer le couple et on ne doit pas mettre que le couple parental en avant. Le couple conjugal, il est très important pour l'équilibre. Si vous effacez le couple conjugal, alors vous allez droit à la mort du couple. Parce que ça n'est pas possible d'être un couple parental uniquement. Donc il faut savoir faire un équilibre. C'est pour ça qu'être parent, ça s'apprend. On apprend. On apprend à savoir comment fonctionne un enfant, comment se développe un enfant. Eh bien l'enfant, pour que vous soyez tranquille, une fois qu'il grandit, il suffit de lui donner ce dont il a besoin. En premier lieu, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est de l'affection. Et l'affection se donne par quoi? Par les câlins, par des paroles bienveillantes. Quand on a un enfant, quand on a un bébé, un nourrisson, il ne suffit pas juste de lui donner à manger, de le changer, de le mettre au lit et de ne pas lui parler. Un enfant, il entend. Un enfant, il écoute. Vous pensez que l'enfant ne comprend pas, mais il entend et il absorbe tout ce que vous dites, même s'il ne vous répond pas. Parce qu'il n'est pas encore en phase, qu'il est en train de se développer au fur et à mesure. Et il développe chacune de ses capacités au fur et à mesure des mois et des semaines. Mais parler à un enfant, même quand il est nourrisson et vous avez l'impression qu'il ne comprend pas, il intègre tout ce que vous dites. Et c'est important de lui parler. Parce que quand vous parlez à l'enfant, il sent ce lien, il sent cette connexion. Quand on change un enfant, quand on lui donne à manger sans lui parler et juste en le posant, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'enfant ne ressent pas cette affection. Il ne ressent pas ce lien d'attachement. Et un enfant qui ne reçoit pas ça, il se laisse mourir. Il ne développe pas son cerveau. Son cerveau ne se développe pas parce qu'il ne reçoit pas ce dont il a besoin. Et ça, cette expérience a déjà été faite. Elle a déjà été faite durant la Seconde Guerre mondiale. On a pris 2 groupes d'enfants. Un groupe d'enfants qui a reçu toute l'affection, le fait de parler avec lui, de jouer avec lui, le changer, lui donner à manger. Et un autre groupe qui n'a reçu que ce dont il avait besoin, manger, changer et dormir, sans regard, sans sourire, rien, juste on le change, on lui donne à manger et on le pose à dormir. 99% de ces enfants-là sont morts parce qu'ils n'ont pas reçu l'essentiel qui est l'affectif. Et c'est grâce à ça qu'on se développe. Quand vous êtes dans votre couple, si votre conjoint vous donne pas d'attention, si il vous fait pas un sourire, si vous fait la tête, vous allez être plongé dans quoi? Vous allez être triste. Votre univers entier, surtout si vous êtes dépendante affective, votre univers entier se brise parce que vous ne recevez pas ce que chaque être humain a besoin de recevoir. L'affectif, c'est un besoin essentiel et c'est le premier des besoins. Alors, il faut savoir aussi que le cerveau
de l'enfant est soumis à un stress énorme. Alors, il est soumis à un stress énorme, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que un ou ses besoins ne sont pas satisfaits. Et quand un besoin n'est pas satisfait, automatiquement, l'enfant subit un stress. Et ça va s'exprimer de quelle manière? Eh bien, de la manière dont, voilà, mon enfant, il crie, il tape, il mord, il se roule par terre. Ça, c'est parce qu'il est en train de subir un stress. Et vous savez, vous avez beau dire à votre enfant, calme-toi, mais qu'est-ce que tu fais? Puni, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Il l'entend pas. Parce que là, à ce moment-là, il est en saturation. Son cerveau, il est en saturation et il subit une décharge électrique où il faut absolument qu'il évacue tout ce stress. Et donc voilà. Par exemple, on a donc ça fait partie des besoins, les besoins physiologiques de l'enfant. Donc il a des besoins physiologiques, il a des besoins émotionnels, il a des besoins physiques, il a des besoins d'attachement, il a des besoins d'autonomie et il a des besoins intellectuels. Et vous savez, à quel moment à quel moment on construit l'enfant qui sera adulte? Eh bien, c'est à ce moment-là. C'est entre la naissance et 6 ans, particulièrement, que là, on va éduquer l'adulte qu'il sera demain. C'est à ce moment-là qu'on va lui donner tout ce dont il a besoin, tous les outils dont il a besoin pour être l'adulte qui sera demain. Et malheureusement, si on rate cette phase-là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué après pour essayer de rattraper. Alors, les besoins physiologiques. Il y a le sommeil dans le besoin physiologique. Parfois, on a des enfants qui manquent de sommeil. Et les enfants qui manquent de sommeil sont grincheux, ils sont opposants à nous et ils ne nous écoutent pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas écouté. Donc, ils ont besoin de ce sommeil. Et quand ils pleurent, par exemple, la nuit, quand ils sont fatigués, qu'ils n'arrivent pas à dormir, parfois, c'est juste parce qu'ils sont en train de couver quelque chose. Quand ils se réveillent la nuit, c'est parce qu'ils peut-être qu'ils couvrent quelque chose. Mais ça, on le saura que quelques jours après. Et nous, ça nous fatigue, ça nous use, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils pleurent. Il y a aussi parfois, il peut ne pas montrer, c'est-à-dire qu'il peut ne pas avoir le nez qui coule, mal aux oreilles, mais quand ils sont petits, ils n'arrivent pas à dire ce qui ne va pas. Je vous donne juste un exemple personnel. J'avais un de mes enfants qui n'avait pas encore 2 ans. Il avait 1 an et demi et il s'est mis à pleurer la nuit, premier jour, premier soir. Donc la nuit, il pleure, impossible. Je le porte toute la nuit, impossible de le calmer, il ne fait que pleurer. Je décide de l'emmener aux urgences. Et aux urgences, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, votre enfant a mal au ventre. Et ce mal de ventre, quand on est adulte, on prend du Spasfon et ça va dégager, ça va faire du bien. Mais un enfant de moins de 2 ans, on ne peut pas lui donner ce genre de choses. Et comme il souffre, eh bien sa seule expression, c'est de crier, hurler parce qu'il se tord. Nous, en tant qu'adultes, on se tord en deux. Alors imaginez un nourrisson de moins de 2 ans. Donc parfois, c'est qu'il est en train de couver quelque chose. C'est parce qu'il est malade et que ça ne se voit pas, mais que c'est intérieur. Donc il y a toujours une raison pour les pleurs. Parfois, vous récupérez votre enfant à l'école et vous êtes là et votre enfant arrive en courant, il vous voit, il se met à pleurer. Vous ne comprenez pas. Vous dites, mais pourquoi tu pleures? Eh bien, peut-être que ces pleurs sont révélateurs de quelque chose qui s'est passé dans la journée. Il ne faut pas oublier qu'il reste toute une journée à l'école. Toute une journée. Et ils sont confrontés à la maîtresse, ils sont confrontés à l'aide-maîtresse,
ils sont confrontés à leurs camarades. Il y a des choses pour eux qui peut-être vraiment un petit truc, pour eux c'est dramatique. Donc il faut pouvoir se poser et parler avec eux. Ou alors quand ils viennent, ils se mettent à pleurer. C'est très simple, bon, vous les voyez, ils pleurent pour rien. Pour un rien, vous savez pas, vous comprenez pas. Vous arrivez, vous dites, ah oui, mais tu as raison de pleurer. Ah, c'est pas juste. Et tout de suite, votre enfant, il va faire quoi? Oui, c'est pas juste. Soit il vous raconte, soit il vous raconte plus tard. Mais être avec lui dans l'émotion. Tout simplement, être dans l'émotion avec lui. Un enfant a besoin. Donc ça, on y reviendra après. Donc on continue sur les besoins physiologiques. Un enfant a besoin de bouger. A besoin de bouger. On ne peut pas mettre un enfant assis et lui dire tu ne bouges pas. C'est vrai que maintenant on est dans une société où quand on rentre de l'école, eh bien vous allez les récupérer à l'école, c'est dans la voiture et de la voiture à la maison. C'est rare qu'on les emmène au parc, on les fait courir, on n'a pas le temps parce qu'il y a le repas à préparer, il y a plein de choses à faire, donc il y a les devoirs, il y a plein de choses. Et donc, vous rentrez à la maison, il y a le goûter, soit on les met devant la télé, ce que je déconseille fortement, soit bon, bah, ils vont faire leurs devoirs. Donc une journée, toute la journée à l'école et en plus les devoirs. Allez faire vos devoirs, allez vous changer, allez faire vos devoirs, allez faire vos ablutions, allez faire la prière. C'est toujours des ordres, des ordres, des ordres, des ordres. Vous savez, les enfants, quand ils sont en bas âge, là je ne parle pas des ados. Les ados, je vais vous en parler aussi. Les enfants en bas âge, ils vont dire quoi? Vous pensez qu'ils comprennent quand vous dites va faire ci, va faire ça, va ranger ta chambre. La phrase entière, quand vous dites une phrase, il n'a rien retenu de la phrase que vous avez dite. Vous n'avez pas besoin de dire toute une phrase. Déjà, quand vous êtes dans la négation, l'enfant n'intègre pas la négation. Il ne la comprend pas, la négation. Il ne la comprend pas. Donc c'est pour ça qu'il va répondre défavorablement à vous, qu'il va être en opposition avec vous. Donc oui, il ne la comprend pas. Donc le cerveau d'un enfant a besoin de bouger, a besoin de bouger pour intégrer toutes les notions qu'il apprend. Il a besoin de ces mouvements-là. Il faut nourrir son cerveau. Il faut le nourrir. Et on le nourrit de cette manière. Et on n'a pas l'impression de comprendre que quand un enfant bouge, c'est une nécessité. Les enfants, quand ils sont en bas âge, quand ils sont à la maternelle par exemple, on leur dit de s'asseoir sur une table et de faire un travail. Mais l'enfant, il n'a pas cette capacité. Vous ne pouvez pas lui dire « reste à ta place ». Quand ils sont au CP, CE1, CM1, CM2, vous dites « à une table, vous ne bougez pas ». L'enfant, il n'a pas cette capacité encore. Il a besoin de bouger. Il apprend en bougeant. C'est pour ça qu'il y a des enfants on appelle ça des enfants turbulents. Des enfants qui bougent, qui se lèvent. C'est parce que c'est un besoin. C'est pas parce que l'enfant il est turbulent, c'est pas parce que l'enfant il est désobéissant, c'est parce que c'est un besoin physiologique. Il est comme ça. C'est comme ça qu'ils apprennent. Donc on ne peut pas forcer un enfant. Le système éducatif actuel, il ne répond pas aux besoins de l'enfant. C'est pour ça que parfois on dit cet enfant est en échec scolaire. Non, l'enfant il n'est pas en échec scolaire. C'est l'école qui est en échec d'apporter à l'enfant ce dont il a besoin. C'est pour ça que l'enfant il n'y arrive pas. Parce qu'on ne répond pas de la meilleure façon. Un enfant, on ne le laisse pas dans un yupala, dans un yupala pour être tranquille. On ne le laisse pas dans un parc pour être tranquille. Parce que quand on le met dans un yupala, on l'empêche de se développer, de développer sa manière de ramper, de développer tous ses sens. Il a besoin de sentir son corps. Et vous savez, vous avez une maison. La maison que vous avez, elle est pour vous ou elle est pour vos enfants? Parce que quand on a des enfants, on doit adapter sa maison, son environnement à ses enfants. Donc, si vous empêchez vos enfants, quand ils rentrent dans le salon, de monter sur le canapé
ou si jamais ils ont le malheur de faire tomber un verre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lui crier dessus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé un verre, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Non, il ne sait pas. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Par contre, si vous dites à un enfant, il est cassé, ben ça arrive. Ça arrive. Tu veux m'aider à ramasser? Si tu allais chercher la balayette. C'est comme ça qu'on apprend un enfant. C'est pas en lui donnant des verres en plastique. Quand on lui donne un verre en verre et qu'il le casse, un enfant va comprendre que quand on prend un verre, on doit faire attention parce que ça se casse. Et que la prochaine fois, quand il prendra le verre, il fera plus attention. Il va affiner son geste. C'est comme ça qu'ils apprennent. C'est pas en leur donnant des choses en plastique parce que vous n'avez pas envie qu'ils salissent ou qu'ils cassent. S'ils cassent, c'est pas grave. Ils doivent apprendre que les choses peuvent être fragiles et qu'on doit faire attention. Parce que quand vous donnez un verre en plastique c'est léger. Quand vous prenez un verre en verre, c'est beaucoup plus lourd. Donc déjà, le fait de le porter plus lourd, déjà, ça va faire quoi? Ben, vous avez l'impression que ça ne fait rien. Mais l'enfant, il va le porter. Donc c'est plus lourd, donc il va ajuster son geste, il va devoir mettre ses mains un peu plus sur le verre pour qu'il puisse tenir. Et puis s'il tombe, il casse, c'est pas grave. S'il renverse, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Dites-lui, c'est pas grave, ça arrive. Eh bien, on va essuyer ensemble. Les enfants adorent nettoyer. Donnez-leur un piche-piche d'eau, donnez-leur un chiffon, ils vous nettoient toute la maison. Et vous savez, quand ils font ça, ils apprennent. Ils apprennent quoi? Ils apprennent à travers ce genre d'activité, eh bien, le mouvement va construire quoi? Va construire leur intelligence. Vous avez l'impression que leur intelligence, juste avec le mouvement de la main, mais c'est n'importe quoi. Mais bien sûr que si, c'est scientifiquement prouvé que la main, c'est l'outil de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'avec la main, avec le mouvement va entretenir justement cette intelligence. Quand l'enfant, il va être en train d'essuyer, il va faire des mouvements, il va muscler sa main. Quand il va porter, quand il va verser des choses, quand vous lui permettez de faire ce genre de choses, de verser, de mettre les choses les unes sur les autres, ça va faire quoi? Eh bien, ça va permettre de muscler sa main, son poignet, sa pince, pour pouvoir faire quoi plus tard? Écrire. Combien d'enfants ont des problèmes de motricité à l'écriture? Combien d'enfants voient des psychomotriciennes, psychomotriciens? Parce qu'ils n'ont pas musclé. Et donc, très souvent, quand c'est pas musclé à cet âge-là, eh bien, quand ils arrivent au primaire et au collège, il y a tellement de dégradation de l'écriture qu'ils n'ont pas justement la force d'écrire pendant longtemps. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait. Et ça, s'ils ne le font pas à l'école, vous pouvez le faire vous à la maison. Privilégiez avec vos enfants, quand ils dessinent, ne privilégiez pas les feutres. Enlevez les feutres. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous donnez des feutres à vos enfants et qu'ils font un dessin, c'est super. Bien, la couleur, elle arrive toute seule, ça glisse tout seul sur la feuille. Donc l'enfant n'a pas besoin de faire d'efforts. Par contre, quand vous lui donnez un crayon de couleur, le crayon de couleur, il va devoir appuyer. Et quand il appuie, il muscle sa pince. Et donc ça, c'est important. Ne donnez pas à un enfant un crayon avant l'âge, avant de lui apprendre, avant de muscler justement sa pince. C'est contre-productif. Parce que au premier moment où il prendra un crayon pour pouvoir dessiner, s'il le fait mal, s'il le prend mal, eh bien, il gardera ce geste. Il gardera ce geste, ça sera imprimé. Et pour le changer, j'ai eu des difficultés, moi, avec les enfants. J'ai eu des difficultés avec mes élèves. Donc, c'est important. C'est bien d'avoir un enfant qui dessine. Mais avant qu'il puisse dessiner, il faut lui apprendre déjà à muscler. Et vous savez comment on lui apprend à muscler? Eh bien, très simple, à la maison, vous pouvez le faire. L'enfant, il n'a pas besoin de jouer, il n'a pas besoin de ces trucs-là, de toutes les couleurs qui font du bruit. Il n'a pas besoin parce que ça l'excite, ça le surstimule et ça n'apporte rien de positif en termes d'apprentissage.
L'enfant, il a besoin de quoi? D'ailleurs, vous le remarquez. Il préfère être dans la cuisine, à prendre des cuillères, des fourchettes, des casseroles, des assiettes, tout ce qui concerne la vie du quotidien. Ben alors, favorisez-le. Faites des choses avec lui. Demandez-lui de vous aider. Demandez-lui de vous aider à mettre la table, à porter les choses fragiles. Il casse, ça n'est pas grave. Si vous avez peur qu'il casse, prenez des assiettes que vous prenez à la brocante, à rien, qui coûtent rien. Et s'il casse, c'est pas grave. Mais il apprend de cette manière à ajuster son geste. Et au-delà d'ajuster son geste et de faire attention, l'enfant, vous allez le voir, quand il va porter, il va faire attention. Donc ça veut dire quoi? Il va se concentrer. Il apprend à se concentrer. Et quand on apprend à se concentrer, on développe son autonomie. On développe son intelligence. On développe énormément. Et on ne nous dit pas ces choses-là. Et donc on ne sait pas. On a envie d'avoir une maison qui est toute nickel, toute propre, toujours. Mais vous n'allez pas avoir une maison toute propre, toute nickel. Le matin, vous allez faire votre ménage, vos enfants reviennent, votre mari revient, vous allez devoir refaire et vous refaites tout le temps. Ce qui est important, c'est d'avoir une maison propre, mais une maison où il y a des choses qui sont un peu en pagaille, c'est pas grave. On a des enfants à la maison. On a des enfants à la maison. Donc moi, je ne vais pas stresser mes enfants parce que j'ai besoin d'avoir tout nickel pour me sentir bien. Donc, vos enfants, le bien-être de vos enfants est plus important que ça. Il ne faut jamais faire à la place de vos enfants. Apprenez à vos enfants à faire seuls. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Apprenez à vos enfants à faire seuls. Quand ils apprennent à faire seuls, c'est de l'autonomie. C'est ça notre rôle en tant que parents, c'est d'amener nos enfants à faire seuls, à être autonomes dans tout ce qu'ils font. Les mamans qui me disent « Oui, moi je vais tout faire, ça me fait plaisir ». Oui, ça vous fait plaisir, ça te fait plaisir à toi. Mais qu'est-ce que ça va apporter à ton enfant? C'est ça qui est important. Je vous donne un exemple. Le matin, vous réveillez les enfants, vous préparez, et votre enfant a l'habitude de mettre ses chaussures tout seul. Et vous, vous êtes pressé. Vous dites à votre enfant, allez, dépêche-toi, mets tes chaussures. Donc, vous allez continuer à faire ce que vous avez à faire, et vous dites à votre enfant, mais t'as pas encore mis tes chaussures? Dépêche-toi, mets tes chaussures. L'enfant, il prend tout son temps. Mais t'as pas encore mis tes chaussures? Bon, allez, c'est moi qui vais te les mettre. Donc, vous lui mettez les lacets, vous lui mettez, vous scratchez, vous lui mettez, et vous partez. Et pendant toute la route, votre enfant, il râle, il n'est pas content, il chouine, il est grincheux. Pourquoi il est grincheux? Pourquoi il n'est pas content? Ben parce que vous l'avez entravé dans ce qu'il était en train de faire. Un enfant a besoin de faire tout seul, a besoin de se prouver qu'il est capable de faire les choses tout seul. Et là, vous l'avez empêché. Et sa journée, elle est foutue. Elle est foutue. Il va être grincheux toute la journée. J'ai plein d'enfants qui venaient le matin qui n'étaient pas contents. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec eux, avec les émotions, pour qu'ils puissent extérioriser, exprimer ce qu'ils ressentent. Et croyez-moi les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils racontent tout. Ils nous disent tout. On est au courant de tout. Mais attention, il n'y a pas de jugement, parce qu'on est tous pareils. Et le but, c'est de pouvoir apporter justement à ces enfants un équilibre pour qu'ils puissent avoir des outils. Mais si eux ont les outils, mais que vous n'avez pas les outils, c'est comme si on travaille dans le vide. Et c'est pour ça que c'est important de vous dire toutes ces choses-là. Une intervention ne suffira pas à tout dire. Mais au moins, je suis en train de dépoussiérer, de mettre de vous dire un peu, de vous donner pas mal d'éléments. Mais après, on pourra faire d'autres interventions où je pourrai cibler un peu plus les besoins, vos interrogations, les problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, les enfants ont besoin de faire seuls.
Un adolescent. Alors, adolescent, ça commence à quel âge? Allez, on va dire 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, à cet âge-là, il commence sa lettre. Hein, donc, être un peu plus ferme dans la salette. Donc, vous rentrez, fais ta salette, fais tes ablutions. T'as pas bien fait tes ablutions, t'as pas fait ta salette, t'as pas encore fait ta salette, t'as pas bien fait tes ablutions, va refaire tes ablutions. C'est comme ça qu'on fait la prière? Refais ta prière. C'est pas comme ça qu'on fait la prière. Vous voulez quoi? Vous voulez que votre enfant, arrivé à l'âge de 18 ans, il vous dise bon, maintenant, je suis libre de décider. La prière, j'en veux plus. La religion, j'en veux plus. Je fais plus la prière. Tu vas faire quoi? On va faire quoi en tant que parent? On va faire quoi? Eh bien non, on doit être dans l'accompagnement. Bien sûr qu'un enfant, des fois, il ne va pas faire ses ablutions correctement. Parfois même, il ne va pas les faire, il va dire je vais aller faire ma prière. Vous l'avez vu. Ben, parfois, fermez les yeux. Fermez les yeux. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la fermeté, ferme et dure, votre enfant, il finira par la faire parce qu'il a peur de vous, pas parce qu'il a peur de son créateur. Et je peux vous assurer que si vous faites ça, si vous êtes compréhensif et que vous accompagnez votre enfant et que vous êtes souple, votre enfant, quand il aura 16, 17 ans, tout seul, il vous dira, quand vous verrez votre enfant faire sa prière tout seul, sans que vous ayez rien demandé, vous allez dire, oh, tu fais ta prière tout seul, sans que je te le dise, et qu'il vous réponde, maman, j'ai compris que c'était pour qui je faisais la prière, que c'était pas pour toi, mais que c'était pour Allah. Quand vous entendez ça, franchement, vous avez tout gagné. Et oui, vous avez tout gagné. Parfois, à l'âge de 16 ans, les enfants sont plus attirés vers le dîn. Ils veulent se réapproprier leur religion. Laissez-les, accompagnez-les si ils ont envie que vous les accompagniez. Mais vous savez, quand vous êtes dans pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, et pourquoi, et comment, votre enfant, vous savez ce qu'il se dit? C'est ce que les ados me disent. Hein. Ils me disent, j'ai envie qu'elle se taise. J'en ai marre qu'elle me parle de cette manière. Vos enfants ados, c'est pas qu'ils ne savent pas, ils savent, mais laissez-les prendre des décisions. C'est des futurs adultes. Ils ont besoin de se réapproprier leur propre vie. Ils sont en pleine construction de leur identité d'adulte. Vous devez être accompagnant. Vous ne devez pas leur imposer des choses. Bien sûr que vous avez donné un cadre, mais ça, ce cadre, vous l'avez donné quand ils étaient petits. Et au fur et à mesure, vous avez confirmé ce cadre. Mais ce cadre, il se confirme avec bienveillance, avec accompagnement, avec compréhension. Vous ne faites pas d'erreurs, vous? On fait tous des erreurs. Et vos enfants vont en faire des erreurs. Ils vont faire des bêtises. Mais c'est quand ils font des erreurs que vous dites, ne t'inquiète pas. Quand on fait des erreurs, Allah y pardonne. Et c'est là qu'on va leur apprendre le pardon. C'est là qu'on va leur apprendre la miséricorde d'Allah. Et non pas, t'as pas fait ta prière, t'as pas fait ci, tu m'as pas écouté, t'as pas écouté ta grand-mère, t'as pas fait... Eh bien Allah, voilà comment il va te punir. Vous éduquez vos enfants dans la punition d'Allah, au lieu d'éduquer votre enfant dans sa miséricorde. Un enfant, quand il devient adulte, il se dit, mais je ne veux pas de ce Dieu qui est punisseur. Un Dieu qui n'a pas de miséricorde. On doit éduquer nos enfants dans cet amour d'Allah, dans cette miséricorde. On est tous à la recherche de cette miséricorde. On est tous à la recherche de ce pardon d'Allah. Et nous, on voudrait éduquer nos enfants dans le fait que tu vas être puni, tu vas faire ci. Voilà, il t'est arrivé un problème, il t'est arrivé un malheur, il t'est arrivé une mauvaise note, et bien c'est Allah qui t'a puni. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas écouté pour ceci ou pour cela. Et voilà. Voilà comment on éduque nos enfants. Au lieu de dire, t'as ramené une mauvaise note? Ben, c'est pas grave, ça arrive. Un enfant, quand il vient et qu'il vous ramène une mauvaise note, vous allez répondre comment? Vous allez dire, eh ben voilà,
Eh ben voilà, parce que tu n'as pas travaillé. Eh ben voilà, je me doutais, parce que tu es trop sur les jeux. Eh bien voilà. Eh bien voilà, tu vois, je savais. Mais c'est bête, mais t'es bête, c'est pas possible. Comment tu peux pas réussir à avoir la moyenne? Cet enfant-là, quand il va rentrer dans sa chambre, il va faire quoi? Il va prendre sa feuille, il va dire, je m'en fiche. Alors là, franchement, prochain contrôle, je travaille pas. Je m'en fiche, ça sert à rien. De toute façon, je suis bête, je suis nulle. Donc ça sert à rien. J'ai eu la confirmation de ma mère ou de mon père. Par contre, si votre enfant vient avec une mauvaise note, un 7, un 5 sur 20, vous allez lui dire quoi? Lui, il est triste. Il vient, il dit, voilà maman, j'ai eu... Oh ben c'est pas grave. La note, c'est pas la note qui va définir qui tu es, mon cœur. La note, c'est rien. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Si tu es d'accord. Est-ce que tu as envie qu'on retravaille ton contrôle pour voir où est-ce qu'il y a eu un... Où est-ce que tu as bûché? C'est quoi le souci que tu as rencontré? Mais t'inquiète pas, il va y avoir d'autres contrôles. Et puis, tu vas te rattraper, c'est pas grave. Vous allez voir le sourire sur les lèvres de votre enfant. Et vous savez, il va rentrer dans sa chambre. Il va se dire, je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, maman m'a dit, je vais y arriver. Parce que vous ne l'avez pas accablé de reproches. Et oui, votre enfant est capable. Mais si vous ne le valorisez pas, eh bien, il va se décourager. Si vous ne le valorisez pas, il va perdre sa confiance en lui. Il va perdre son estime de lui. Parce que quand vous lui faites des reproches, c'est une humiliation qu'il subit. Et les humiliations à répétition, vous savez ce que ça fait? Eh bien, ça bloque le développement du cerveau. Et quand le développement du cerveau se bloque, c'est-à-dire qu'il ne se développe plus, quelles vont être les conséquences? Eh bien, les conséquences, c'est problème d'apprentissage et problème de mémorisation. Donc, si vous avez des enfants qui ont des problèmes à l'école de mémorisation et d'apprentissage, faites 10 000 pas en arrière et revoyez votre manière de faire avec eux. Valoriser les enfants, attention quand je dis valoriser, il faut que la valorisation les valorise eux, pas que... Je vous donne un exemple. Quand un enfant vous fait un dessin par exemple, parce que ça commence tout petit, parce que moi je le vois, hein, je le voyais avec mes élèves, ils vont faire un super dessin, ils vont venir et ils disent Mouhalima, regarde j'ai fait, il est beau mon dessin. Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire ah oui il est beau. Non, je vais pas leur dire il est beau, je vais leur dire et toi qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il te plaît ton dessin? Il va dire oui moi Halima il me plaît. Alors si il te plaît, alors ça me suffit. Il faut que ça plaise à l'enfant, il faut que ça plaise à votre enfant, parce que sinon il attendra toujours l'approbation de l'adulte, de n'importe quel adulte. Et s'il n'a pas l'approbation de l'adulte, eh bien il ne va pas être bien. Et le problème c'est que si on l'éduque de cette manière, plus tard quand il sera plus grand, il attendra l'approbation de l'adulte. Il n'aura jamais confiance en lui pour les choix qu'il fera. Alors imaginez quand c'est une fille et qui rencontre un garçon qui lui dit plein de choses et qu'elle tombe sous le charme et que voilà, du fait qu'elle n'est pas valorisée, il la valorise et ben voilà, ça fait des dégâts. Il faut apprendre à notre enfant à être autonome dans leurs choix. Ils ont cette capacité, surtout quand ils sont adolescents, à choisir, à faire des choix. Vous allez dire, oui, mais c'est pas un bon choix. Oui, vous savez que c'est pas un bon choix. Mais vous, votre rôle, c'est quoi? C'est de l'accompagner. Et quand vous l'accompagnez, vous allez lui dire quoi? Tu sais, moi, je pense que c'est pas un bon choix. Mais je te laisse le faire. Et croyez-moi, votre enfant, quand il fait une erreur de ce genre, il comprend que son parent a quand même une expérience. Il faut qu'il fasse cette expérience d'échec.
L'échec n'est pas un échec en soi. On a besoin de l'échec pour pouvoir réussir. C'est grâce à l'échec qu'on réussit. Et l'enfant, il doit comprendre que quand on fait une erreur, ça n'est pas dramatique. Que on ne réussit pas, eh bien on retente. On ne réussit pas, on retente jusqu'à la réussite. C'est ça la persévérance. C'est ça la persévérance. Vous apprenez à votre enfant à persévérer dans tout ce qu'il entreprend. C'est pour ça que le rôle de parent est compliqué, est difficile et qu'il est un travail de toute la journée. C'est un travail sur, même quand ils sont adultes, même quand ils sont mariés. Ils viennent et vous disent maman. Bien sûr, quand ils vous disent maman, vous conseillez, vous n'imposez pas. Parce qu'ils ont besoin d'entendre un conseil. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans le conseil, c'est soit, parce que nous, on a tendance à dire, oui, mais tu m'as demandé, je t'ai dit, mais tu ne le fais pas. Un conseil, c'est quoi? J'ai besoin de ton avis. Donne-moi ton avis. Donc, on me donne l'avis. Bon, finalement, je ne vais pas prendre cet avis-là. J'estime que je préfère mon avis. Oui, on demande un avis. C'est soit je le prends, soit je ne le prends pas. C'est ça le respect. On respecte. Alors, un enfant a besoin, il a ce besoin d'attachement. Le besoin d'attachement, c'est quoi? Alors, il faut savoir que un enfant, il a ce besoin d'affectif, d'affection, d'amour, d'attention. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour, c'est pas une récompense. L'amour, c'est un carburant. C'est pas une récompense. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on doit le donner inconditionnellement. Et ce mot, je le dis tout le temps. Et on m'a fait la remarque, dit oui, mais on ne peut pas inconditionnellement. Non, les parents ont leur mot à dire dans beaucoup de choses, dans le choix. Il ne faut pas mélanger les choses. L'amour que l'on doit à nos enfants, c'est de l'amour inconditionnel. Ils doivent savoir qu'on les aime. Et qu'on les aime avec leurs qualités et avec leurs défauts, avec leurs échecs et avec leurs réussites. Et qu'on les accompagne. Et qu'on doit leur demander leur avis. Leur avis est important. Parce qu'on est toujours là dans tu dois, tu fais. Pourquoi tu fais pas? Et donc, un enfant, donc, il n'entend pas, comme je vous l'ai dit. Par contre, quand on essaye de dire à un enfant, je vous donne un exemple, vous regardez par la fenêtre, il pleut. Et qu'on dit à un enfant, dis-moi mon chéri, il pleut dehors. Tu penses que tu devrais mettre quelle chaussure? Et lui, il va vous dire, bah les bottes, maman. Voilà. C'est pas dans le fait de dire, ah bah tu mets tes bottes, hein. Ouais, mais lui, il veut pas mettre, il veut mettre les baskets. Vous allez être en conflit. Ça va être une crise, de la colère, de la frustration, du stress. Alors que quand vous êtes quand vous essayez de donner, alors quand on donne des choix à un enfant, on ne lui donne pas 4-5 choix, parce qu'il n'est pas en capacité, c'est trop pour lui. Donnez-lui 2 choix. Quand vous lui donnez 2 choix, qu'est-ce que tu penses si tu choisis ça ou ça, qu'est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses? Quand vous lui donnez la possibilité de choisir sur 2 choses, il va avoir l'impression qu'il a le contrôle, que c'est lui qui a le contrôle. Parce qu'à un âge vers les 2-3 ans, 2 ans et demi, il a besoin de savoir qu'il a le contrôle. Parce que c'est comme ça qu'il va développer une partie de son cerveau. C'est quelle partie? C'est la partie du libre choix. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des êtres libres, pas des êtres soumis aux êtres humains. Il a fait de nous des êtres soumis à lui. D'accord? Donc, on n'est pas soumis à l'être humain. Quand bien même ce sont nos parents.
on n'est pas soumis à nos parents, on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on a cette capacité du libre arbitre qui existe aussi chez l'enfant. Et donc, on doit développer cette partie-là. On ne doit pas l'étouffer. C'est justement ce qui fait les dégâts maintenant avec nos jeunes, avec nos adultes, hein, mais particulièrement les jeunes que je vois maintenant. Libre arbitre. Ils doivent avoir cette capacité de choisir. Et ça se travaille à 2 ans et demi. Quand on leur propose 2 choix, il va avoir ce sentiment de contrôle. Malheureusement, les parents veulent contrôler tout. Ben, c'est normal que vous ayez des crises. C'est normal que ça ne se passe pas bien. Mais si vous voulez que ça se passe bien, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous pensez, vous lui donnez ce choix-là. Il a le sentiment de contrôle. Il a développé cette partie de libre arbitre, de choix qu'il peut faire. Et tout va bien à la maison. Tout va bien à la maison. C'est tout bénéf pour vous. Alors, quand on dit à un enfant ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, il ne comprend pas ça, lui. Parce que pour lui, l'interdit, là, son cerveau frontal, il ne le comprend pas. Donc, quand vous lui dites ne fais pas ça, il n'a pas compris l'information. Donc, il va refaire. Et quand il refait, il va vous sourire. Donc, vous avez l'impression qu'il se moque de vous. Mais non, il ne se moque pas de vous. C'est parce qu'il n'a pas compris l'information. Il n'a pas compris les conséquences de ce que vous lui avez interdit. Donc, il réessaye. Et il sourit pour savoir. Donc, il faut qu'il teste. Donc, j'ai eu une maman qui me dit, oui, mon enfant, il fait ça exprès. Non, il ne fait pas exprès. Un enfant n'a pas ce vice, n'a pas de vice. Il ne fait pas les choses exprès pour vous embêter. Il ne nous embête pas. Son cerveau n'est pas encore mature. Et donc, il ne comprend pas les conséquences de tout ça. Il ne comprend pas les conséquences de l'interdiction. Donc, oui, il va refaire. Quand, par exemple, vous criez sur votre enfant et que au moment où vous criez dessus, il va rigoler. Alors là, ça vous met encore plus en colère et vous lui dites, là, tu te moques de moi. Et vous êtes en furie et il y a une sanction qui tombe. Donc tout ça, alors, il rigole quand on lui crie dessus parce que, pourquoi? Alors c'est 5-6 ans, jusqu'à 5-6 ans, c'est comme ça. Vous criez dessus, c'est la peur qui le sidère et il va rigoler parce que c'est sa réaction à lui. C'est sa réaction à lui. Il réagit de cette manière. C'est automatique. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a envie de vous embêter. Il ne vous embête pas. Les cris ne servent à rien. On ne crie pas sur un enfant. Parce que, pourquoi on ne crie pas sur un enfant? Parce que ça ne lui apprend rien. Quand on crie sur un enfant, ça lui apprend à crier, c'est tout. Ça ne lui apprend absolument rien. Et plus vous criez sur l'enfant, vous savez ce que ça produit sur son cerveau? C'est comme si il recevait un coup, comme ça. Ah, imaginez un enfant tout petit recevoir un coup comme ça, un coup d'adulte. C'est exactement la même chose. Quand vous criez sur votre enfant, c'est ça qui se passe. On ne crie pas sur un enfant. Déjà, vous épuisez à crier pour rien, mais en plus, vous occasionnez des dégâts. Des dégâts qui sont parfois difficiles à remettre à réparer quand on ne fait pas ce qu'il faut pour réparer. Donc c'est pour ça qu'on ne crie pas. Même si vous êtes en colère, vous voyez, vous savez, la colère parfois elle monte comme ça. Quand vous voyez que la colère elle monte et que vous avez vos enfants là qui n'arrêtent pas, vous dites là les enfants, maman elle est pas bien, elle est en colère. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais aller dans la chambre pour me calmer et ensuite je reviens. Alors vous allez me dire, ouais c'est facile de dire ça, mais quand on est, ben, c'est dans l'instant qu'il faut penser à ça. N'oubliez pas le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel l'homme lui est venu lui demander un conseil et que par 3 reprises, il lui dit ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère.
Pourquoi? Parce que la colère, elle rassemble tout le mal qui puisse exister. Quand on est en colère, on est capable d'agir sans réfléchir. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Quand vous êtes en colère, changez de pièce. Changez de pièce. Calmez-vous. Une fois que vous êtes calmé, c'est là que vous revenez et que vous essayez de discuter. Vous voyez, maman, elle n'était pas bien tout à l'heure. Elle a épuisé son stock de patience. Vous voyez, maman, elle a un gros stock de patience. Et là, eh bien, maman, elle n'a pas pu... c'était trop pour elle. Pourquoi est-ce que vous pensez que pour maman, c'était trop? Questionnez vos enfants. Il faut qu'ils trouvent eux-mêmes les raisons pour lesquelles vous n'étiez pas bien. Il faut discuter, il faut qu'il y ait cet espace où vous pouvez tout vous dire. Toujours avec bienveillance. Les questionner, laissez-les parler. Est-ce que tu penses que maman aurait dû être en colère là? Parfois, quand vous êtes en colère et que vraiment, bon ben, vous n'êtes pas retenu, vous avez crié, vous avez dit une parole blessante à votre enfant et que vous êtes rendu compte que vraiment ça vous fait mal, mais que vous êtes trop fier pour aller lui parler, eh bien non, allez le voir et dites-lui, tu sais mon chéri, maman franchement elle a exagéré, elle aurait jamais dû te parler comme ça, je te demande pardon, vraiment je te demande pardon, j'aurais jamais dû me mettre en colère après toi. C'était pas justifié. D'ailleurs, la colère, elle n'est pas justifiée. Vous apprenez à votre enfant que quand on commet une erreur, eh bien, on peut aller demander pardon. Vous êtes en train d'apprendre à votre enfant que on peut commettre des erreurs et que même si on est parent adulte, qu'on a la toute puissance, eh bien, on peut aller voir son petit et lui dire pardon, mon chéri. Mon enfant de 2 ans, je peux lui dire pardon, mon cœur. Mon adolescent, à qui j'ai empêché de faire un truc qu'il voulait, pardon mon cœur. Utilisez des paroles, mon cœur, mon chéri. Ça, c'est des paroles qui touchent le cœur. Si vous ne témoignez pas d'affection, de miséricorde, comment voulez-vous qu'Allah vous en témoigne? Vous voulez le paradis, vous voulez qu'Allah soit miséricordieux avec vous? Eh bien, commencez par vos enfants. Vous savez, vos enfants ne sont pas votre propriété. Vos enfants sont une amana, ils ne vous appartiennent pas. Ils vous ont été confiés par Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez jamais que vos enfants sont un cadeau qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Pas donné, confié. Et que ces enfants-là, vous aurez des comptes à rendre sur leur éducation. Et que c'est très important. Qu'il n'y a pas que le droit des parents. Hein? Nous, on doit obéissance à nos parents, on doit respect à nos parents, mais on oublie l'autre côté, ce que doivent les parents vis-à-vis de leurs enfants. Si on fait notre travail vis-à-vis de nos enfants, alors vous récolterez tous les fruits quand ils seront adultes. C'est ça l'objectif. Pourquoi est-ce que les enfants doivent le respect à leurs parents, doivent cette miséricorde? Pourquoi ce verset du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit soyez miséricordieux comme ils l'ont été avec vous. Ne leur faites pas. Pourquoi? Parce que les parents qui ont été bons avec leurs enfants, c'est impensable d'avoir des enfants qui leur manquent de respect. Impensable. Et quand les parents ont été durs avec nous et qu'on a souffert de nos parents, on ne doit pas leur en vouloir. On doit leur pardonner. On doit rester, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas d'aimer nos parents. Il ne nous oblige pas à aimer nos parents. Il nous demande quoi dans ce verset? D'être bienveillants quand ils ont atteint un certain âge. Il nous demande d'être bienveillants. Apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner et à s'enrichir du mal qu'on a eu pour reconstruire un autre chemin. On a conscience de tout ça. Eh bien, à nous de ne pas reproduire ces choses-là et de garder ce lien avec nos parents.
Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand nos parents ont été durs avec nous et qui continuent à être durs maintenant qu'on est adulte, qu'on a des enfants, eh bien juste leur dire papa, maman, je vous aime, je vous aime. Vous êtes la prunelle de mes yeux. Je vous porte sur ma tête. Tant que vous ne me faites pas de mal, que vous m'imposez pas un mal. Si vous me dites d'être injuste avec mon épouse, maman, si tu me dis d'être injuste avec mon épouse, je ne peux pas t'obéir. Parce que c'est pas juste. Elle est mon épouse, elle est ma moitié. Elle est la personne vers qui je me tourne quand je ne suis pas bien. Elle est ma sérénité. Elle est mon vêtement. Elle est la mère de mes enfants. Comment est-ce que je pourrais l'insulter, l'humilier? Comment est-ce que je pourrais lui faire du tort? C'est pas possible. Je peux pas faire ça, maman. Tu as ta place. Elle a sa place. Chacun a sa place. On n'empiète pas dans l'espace de l'autre. Et tant qu'on dit ces choses-là, avec bienveillance, amour et respect, eh bien, on force l'autre à changer, tout seul. Mais répétez, répétez. Et vos parents qui vous disent, vos mamans qui vous disent, si tu ne m'obéis pas, eh bien, tu seras maudit, je ferai des invocations contre toi. Allah, il est juste. Allah, il est juste. Comment vous êtes bienveillant, gentil, vous faites attention à vos parents, vous respectez, jamais vous dites une parole qui peut dépasser jamais. Et là, que vous dites à votre maman, maman, franchement, reste à ta place, je t'aime, mais reste à ta place, tu as ta place, je t'aime. Personne ne prendra ta place, personne. Eh bien, c'est comme ça qu'on retrouvera un équilibre dans notre communauté. Mais il faut avoir le courage de dire les choses. Et ne soyez pas enfermés dans cette culture et cette tradition. Ouvrez votre esprit et sachez qu'Allah, il est juste. Et il n'impose pas, et il ne... Allah subhanahu wa ta'ala, il n'exauce pas les invocations qui demandent un mal à l'autre. Allah, il est juste. Si vous avez été injuste, alors oui, Allah, il est du côté de l'injuste. Mais si vous avez été juste, alors Allah, il est à vos côtés. Ne vous inquiétez pas. Qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Il y a énormément de choses à dire et je sais que vous êtes encore, vous êtes sur votre faim, mais j'espère qu'on fera d'autres interventions et si vous êtes demandeur, on en fera d'autres parce que j'estime que c'est le point de départ de tout. Parce que je peux, à l'école, aider les enfants, leur donner des outils, mais si à la maison, il n'y a pas ce cadre-là de bienveillance, c'est que je travaille dans le vide. Et donc, c'est important que vous ayez cette compréhension, que vous sachiez comment fonctionne un enfant. Et c'est comme ça que vous allez comprendre. Vous allez tellement comprendre que vous allez vous dire « Alhamdulillah, il y a juste à faire ça. » Et tout rentre dans l'ordre. Mais bien sûr, il suffit juste d'avoir les outils. Je vais m'arrêter là et je vais laisser les questions. Malek. Salam alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum tout le monde, bienvenue à tous. Barakallahu fik, Dalila, c'était très fort. Bravo, mashallah. Alors, les personnes qui ont aimé ce rappel, je vous invite tous à vous abonner à la page de Dalila. Vous avez juste à cliquer en haut à gauche sur le titre et vous retrouvez sa page. Elle fait des rappels de temps en temps. Donc, je vous invite à vous abonner et à voir ce qu'elle propose. Donc, on va lancer les questions-réponses. Donc, vous avez le choix soit de poser votre question dans la boîte à questions, c'est le petit point d'interrogation, ou soit directement de monter en live. On reste sur le thème de ce soir, qui est les parents, les enfants, l'éducation des enfants, etc. Tout ce qui entoure les parents et les enfants. Tout ce qui est couple, ça sera pour un prochain live, Inch'Allah, ça sera lundi, dans 2 Lundi semaines. 7. Lundi 7, voilà. Mars. Donc ceux qui ont des questions concernant le couple, je vous invite à patienter. Le replay sera sur la page YouTube Milieu Islam. Donc le lien, il est en story. Donc je le mettrai dès demain, Inch'Allah. Donc là, j'ai des personnes qui ont fait une demande pour monter. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Donc, dans tous les cas, si vous voulez monter, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Si vous voulez le montrer, sachez que la vidéo sera en replay et je ne supprime pas les replays. Donc, c'est à vous de voir.
Sinon, vous pouvez vous poser la question dans la boîte à questions. On va en prendre une, Dalila. Oui. Alors, une question intéressante. Salam alaikum, comment faire pour enlever progressivement la tablette qui a pris trop de place? Alors, ça, c'est vraiment un très gros problème que vous rencontrez énormément. Alors, faut pas enlever d'un coup. Il faut l'enlever petit à petit, pour justement ne pas créer un choc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les tablettes, comme tous les écrans, c'est une addiction. Et donc, pour enlever une addiction, elle se fait progressivement. Donc, faites-le progressivement pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas de trop grande crise. Quand c'est un enfant de moins de 4, 5, 6 ans, c'est radical, il faut tout enlever directement. Mais quand c'est un préadolescent, il faut y aller doucement. Il faut savoir donner, faut pas tout enlever. Il faut à vous de mettre voilà, pas en semaine, voilà, pas en semaine, le week-end, donner des heures, donner une plage horaire pour que ce soit facilité. Mais avant 6 ans, pas d'écran. Pas d'écran, je parle, si par exemple l'enfant il prend des cours via Internet, qu'il est petit, qu'il a des cours en ligne, là c'est pas pareil. Mais quand c'est pour s'amuser, pour jouer, pour regarder un dessin animé, à chaque fois, non. Avant 6 ans, c'est non. Barakallahu fik. Alors, j'ai invité les personnes. Veuillez accepter rapidement, s'il vous plaît. Alors, j'ai accepté une personne. Que pensez-vous du baby blues? Ah, elle est montée. Salam Salam alaikum. alaikum. Et comme ça, là, Alaikum salam. J'ai une petite question et, qui a 7 ans. Et c'est vrai que comme vous Alors, avez dit tout à l'heure, on t'entend pas. là vous Est-ce que m'entendez tu pas? peux te mettre en... Ma sœur, on Oui, t'entend pas très bien. Est-ce que tu es en Wi-Fi ou en 4G? en Wi-Fi. En Wi-Fi ou en 4G? Bah, Wi-Fi, est-ce que tu peux te Wi-Fi. mettre en 4G? D'accord. Tu peux te mettre... Si, ça sera prêt, ça sera mieux, je pense. Là c'est mieux? oui, là c'est mieux. C'est mieux? Et en Oui, fait, elle a 7 ans et à chaque fois, quand elle est frustrée, elle va à la boulangerie, elle veut un gâteau, je refuse de lui acheter, ou elle va aller au parc, je refuse. En tout cas, devant la frustration, elle peut faire des crises de colère énormes, jeter, balancer des objets, me frapper. Et du coup, bah, moi, je m'énerve, je lui dis que c'est interdit et du coup, elle va pleurer, elle va hurler et du coup, bah, il va falloir que je la mette dans un coin pour qu'elle se calme et elle va pleurer, elle va être en colère et 10 minutes après, elle va revenir en étant triste, en pleurant, en demandant des excuses, en me disant qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a réagi comme ça. Voilà, et je me demande si parfois c'est de la manipulation, je ne sais pas du tout. alors c'est pas de la manipulation, c'est pas inconscient, c'est juste que à un moment donné, il y a un trop plein, il y a saturation du cerveau. C'est le stress qui provoque justement ces réactions-là. Elle crie, elle se roule par terre, elle peut mordre, elle peut jeter des objets. Ouais. Ah, elle peut jeter des objets, ce qui fait que c'est le stress c'est le stress qui provoque ce genre de choses. Elle a 7 ans. Elle a 7 ans, ans. elle fait ça depuis qu'elle a 1, 2 ans. Et moi, je me disais, bon, on me disait toujours, oui, avec le cerveau préfrontal n'est pas mature, il faut attendre, il faut attendre. Sauf que là, bah, on arrive à 7 ans, et ben, le cerveau préfrontal, il n'est jamais mature. Ah oui, mais de toute façon, le cerveau préfrontal, il ne faut pas croire qu'il va être mature tout de suite. Le cerveau, il est encore très malléable. Donc, il Mais n'est après, pas encore. Oui, oui, il n'est pas encore formé. mais en fait, je me dis, comment ça se fait que des enfants, moi, je me dis peut-être que j'ai été trop souple avec elle, trop laxiste, mon mari l'a trop gâtée. Donc, du coup, elle ne sait pas gérer la frustration. Et Ah en non, fait, je me demande si, quelles sont les clés de l'éducation? Est-ce que c'est la frustration, c'est-à-dire de petit, il ne faut pas gâter un enfant, il ne faut pas trop lui donner des choses? Ou est-ce que c'est dès le départ, il faut donner un cadre et des limites? Parce qu'en alors, fait, elle, à la boulangerie, vous lui dites non pour un macaron, c'est la fin du monde, vous voyez? oui, mais le non et la crise qui vient après le non, c'est pas à cause du macaron. C'est à cause de quelque chose qui est antérieur.
Ça, c'est juste le prétexte qui fait qu'il y a eu un trop-plein, qui fait qu'elle a explosé. Ah, bah Mais elle alors n'a le pas trop plein. explosé. Elle n'a pas explosé parce qu'elle a envie d'exploser. Elle a explosé parce qu'il y a eu un trop-plein. Il faut vider. Il y a une décharge électrique qui se fait dans son cerveau qui fait que, voilà, ça a explosé. Et c'est normal. Donc, il faut essayer de parler avec elle pour voir ce qui s'est passé à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose? Après, je ne sais pas si elle a des frères, des sœurs. Euh, c'est Oui, normal il faut mettre un cadre, il faut mettre des limites. C'est normal. Mais de quelle manière on met un cadre? De quelle manière on met des limites? Il y a ça d'accord. aussi. C'est pas parce qu'elle a été trop gâtée ou que son père il lui a C'est quoi, acheté, il c'est cède quoi à vous tout ce. appelez gâté? Bah, comme c'est la petite dernière, bah, son père il lui refuserait tout. Elle est très maligne et tout, donc tout, elle le mène par le bout du nez. Comme quoi? Tous les mercredis, elle va lui demander de l'emmener au restaurant. Elle va se faire offrir, elle va l'emmener dans un magasin, elle va s'acheter des petits stylos, des petits jouets. Tous les mercredis, elle va revenir avec des poupées. En fait, tout ce qu'elle lui demande, eh ben, il lui achète. Et donc, moi, je Alors reproche, ça c'est pas bon du tout. ben voilà, je reproche à mon mari de ne pas lui avoir donné de limites. Et donc, du coup, elle croit qu'elle a tous les pouvoirs. Oui, Et ben, il moi, faut changer ça. Il faut changer ça voilà. plutôt. Non, il faut changer Parce ça, c'est que tout. le coup du macaron ou le coup de je veux pas l'emmener au parc, la seule chose, c'est que c'était après l'avoir récupéré de l'école. Oui, Donc, ça est-ce c'est que parce c'est. qu'il y a la journée aussi qui est lourde à l'école, Voilà. qui fait aussi que voilà, il faut décharger aussi la pression. D'accord. Donc, Mais un il enfant de faut, 7 ans, un enfant de 7 ans qui, devant une frustration, se permet de jeter des objets ou crie, hurle, frappe, c'est une décharge émotionnelle ou de stress, mais c'est oui, pas c'est lié à parce un que oui, c'est pas. son cerveau est stressé et donc il reçoit une décharge électrique. Là, il est à saturation et donc il a besoin de décharger. Il décharge comme ça. Et tous les enfants sont comme ça. Pourquoi il y a des enfants qui sont à 7 ans, qui savent se gérer, qui vont pas ils déchargent pas. Quand leurs parents leur disent non, bah moi c'est la quatrième, mais premier, jamais ils se seraient permis un tel Oui, comportement. parce Vous que voyez? oui, mais vous n'avez pas eu la même éducation avec les autres. Non, j'ai pas eu la même. Voilà, c'est pour ça. Donc il y a tout ça qui joue aussi. D'accord. Donc il faut que je réapprenne progressivement à la frustrer et, à moins crier peut-être sur elle. Ah, Et faut pas puis crier, oui. Oui, franchement, faut ouais. pas crier. Ouais. Et donc à lui apprendre à dire non plus doucement. Je sais pas en fait. Alors c'est pas Ah, non, c'est pas non, c'est pas le non qu'il faut intégrer. C'est autre chose, c'est une autre manière. C'est pouvoir d'accord, discuter avec elle pour lui donner l'impression qu'elle a des choix à faire. d'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Parce Et que que de toute façon, les règles sont comme ça et les enfants ont besoin de règles. Sinon bien pas de sûr. règles, sinon pas de règles, n'ont pas de limites, ça se passe très mal pour eux à l'intérieur. Tout à fait. Tout Ouais. à fait. Parce que, en fait, ce que j'ai observé aussi, c'est qu'à chaque fois, 10 minutes après, elle vient, elle m'embrasse, elle me dit je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Et puis, elle est triste, elle pleure, elle me dit je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ben, faut l'aider. Ouais, ben, je vais Il faut l'aider. l'aider, il faut qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent. Il faut jouer avec les émotions avec eux pour qu'ils puissent les exprimer. Oh, ben, à chaque fois que je joue là-dessus avec elle, elle essaye de fuir le sujet. En fait, j'ai acheté plein de les émotions et tout ça, mais elle fuit. Bon, en tout cas, c'est bien, ça m'a rassurée. En tout cas, tout ce que vous m'avez dit, ça m'a rassurée. Parce que Alhamdulillah. je me suis j'ai pensé que c'était pathologique parce qu'à chaque fois, on Non. m'avait fait croire que vers 5 ans, le cerveau préfrontal allait être, ça allait s'améliorer avec l'âge. Et je me rends compte qu'avec l'âge, ça ne s'améliore pas, quoi. Ben, attendez l'adolescence. Hein? Attendez l'adolescence. Vous n'avez rien vu. Salam L'adolescence? alaikum. Oui, Bon, d'accord. l'adolescence. Mais ça viendra, ça viendra. Il suffit juste de Inch'Allah. changer sa manière de faire et tout rentre dans l'ordre. Inch'Allah, shukran. Ben, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Salam. Salam alaikum. Comme ça. Salam alaikum. Alors, on a une autre Salam personne Salam parmi nous. alaikum. alaikum salam. Je t'écoute. Alors, en fait, je suis là euh, pour une question par rapport à aussi l'islam. Et c'est un sujet que j'ai beaucoup de mal à en parler, mais aujourd'hui, en fait, ça me perturbe beaucoup parce que j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si c'était un péché très grave. Mais Et là, on est en train de parler des enfants.
Ah, certes, des enfants et ta parents, question, Oui. oui, Si tu as une question, si tu as une question à me oui, poser, oui, c'est une essaye de me la question. poser. Regarde, essaye de la poser en message privé, je te répondrai. D'accord, ça va. D'accord? Ça va. Voilà. Oui, ça va. Merci beaucoup. De rien, de rien, de rien. Oui. Alors désolé pour ce soir, on reste sur les questions sur les parents et les enfants, s'il vous plaît. Si vous avez des questions religieuses, je vous invite à vous abonner au Telegram. Il y a un imam qui répond une fois par semaine. Et si Dalila, elle peut vous répondre, ben, n'hésitez pas à la consulter. Vous allez dans sa messagerie privée, vous appuyez sur le titre en haut à gauche et vous pourrez retrouver son compte. Et ce soir, on reste sur le thème de ce soir, s'il vous plaît. Alors les personnes qui souhaitent monter, bismillah, on vous mettra en priorité. Je vais prendre une autre question à l'écrit. Tu as parlé de cri tout à l'heure, il y avait une personne qui posait ça. Salem, comment faire pour arrêter de crier? J'ai l'impression de ne faire que ça. Eh ben, il faut tout simplement arrêter. Arrêter de crier. Il ne faut pas que quand une situation, parce qu'on crie quand on est dépassé par la situation et quand on a l'impression que l'autre ne va pas faire ce qu'on lui demande ou que l'autre n'a pas fait ce que l'on attendait de lui. Donc ça nous pousse à crier et forcément, crier, ça n'apportera rien, on n'apprend rien avec le cri. Donc au moment où on sent que ça monte, il faut changer d'endroit, il faut changer de pièce pour pouvoir baisser la pression. Après, vous revenez et vous essayez de discuter de cette frustration. Ça, c'est très important. Mais crier, il faut l'enlever. Il n'y a pas de raison de crier. On peut très bien résoudre tous les problèmes, les soucis sans cri. Parce que plus vous criez, plus on va vous répondre avec des cris. Et ça va être quoi la prochaine fois? Donc, vous montez crescendo. Et donc, plus vous baissez le ton, et plus le ton il va être baissé. Et c'est comme ça que vous allez avoir ça va être beaucoup plus serein et beaucoup plus calme. Et déjà pour vous. Voilà. Salam alaikum. Comment se rapprocher de son fils de 12 ans? Cela m'est difficile d'être douce. Je reproduis l'éducation que j'ai eue. Comment avoir une complicité avec mon fils? Eh bien, il faut vous forcer. Franchement, il faut vous forcer à changer la manière d'être avec votre enfant. Vous êtes beaucoup à me consulter, en consultation parce que vous n'arrivez pas à créer du lien avec votre enfant, à avoir ce lien affectif, le fait de le prendre dans les bras, de lui dire des mots doux, de lui dire je t'aime, mon cœur, mon chéri, viens, j'ai envie d'un câlin. Oh, pourquoi tu pars? Viens me faire un câlin d'abord, je veux un câlin, j'ai besoin, ça me fait du bien. Eh bien, tout ça, vous êtes nombreuses à avoir du mal à le faire. Mais ça s'apprend, c'est étape par étape. Vous savez, vous devez prendre conscience que c'est un besoin pour votre enfant. Si vous le privez de ce lien affectif, le fait de le prendre dans les bras, vous créez des dégâts dans son cerveau. Et vous croyez qu'il va se comporter de quelle manière avec les adultes plus tard? Comment est-ce qu'il va? Vous voyez les jeunes que vous voyez dans les quartiers ou pas dans les quartiers, vous les voyez, ils sont agressifs, ils sont nerveux. Pourquoi? C'est parce que ces jeunes-là n'ont pas reçu justement ce lien affectif. Quand un jeune il vous dit pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors que tu fais rien, juste ton regard s'est posé sur lui ou sur elle. Eh bien, quelle va être la réaction du jeune? C'est qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Pourquoi tu me regardes? De l'agressivité, de l'agression, que ça. Quand un enfant manque d'affectif, quand il devient adolescent, quand il a, à partir de 17 ans, vous allez entendre ça, vous allez voir cette agressivité, vous allez voir le fait qu'il y a de la rage à l'intérieur. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'affectif dont ils ont besoin, ils n'ont pas eu cet espace où ils pouvaient exprimer leur affection, où ils n'ont pas eu justement le fait de se prendre dans les bras. Et ça, c'est important. Il faut que vous preniez conscience des dégâts que ça occasionne. Mais ça, c'est un travail qui se fait. Hein. Vas-y, une autre Ouais. question. Les personnes qui mettent leurs questions en commentaire, c'est préférable de la mettre dans la boîte à questions.
Pourquoi les enfants tout petits ne jouent pas? Les activités durent 5 minutes et ils en ont marre. Comment faire pour les occuper sans écran si les jouets ne les intéressent pas? Eh bien, parce que les jouets ne répondent pas à leurs besoins de développement, tout simplement. Quand vous achetez des jouets à Toys R Us ou dans n'importe quel magasin de jouets, eh bien, c'est des jouets qui vont faire du bruit, c'est des jouets qui sont dits zahama, éducatifs. Ils ne le sont pas. Ils sont juste là pour surexciter l'enfant. Vous voulez occuper l'enfant? Eh bien, occuper l'enfant, c'est pas lui donner une activité et le laisser tout seul. C'est de l'accompagner. Déjà, de lui montrer. Il y a des activités qui se font. Donc là, je peux pas développer. Je peux pas développer, je suis désolée, mais on pourra en parler peut-être dans d'autres interventions. Peut-être que je ferai des vidéos dessus. Mais c'est très important de l'impliquer dans les tâches avec vous. Dans les tâches en cuisine, mettre la table. Tout ça, ils aiment faire ça. Nettoyer, ils aiment faire ça et ça les développe. Ça leur apprend énormément de choses. Ils n'ont pas besoin de jouets particuliers. Bon, ça dépend l'âge que l'enfant a, mais en fonction de leurs besoins, on peut adapter avec ce qu'on a à la maison. Et c'est très facile. Et l'enfant, il peut rester, vraiment, il peut rester des heures à faire ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. En fait, ma question, c'était de savoir comment on fait pour arriver à ressortir toute la colère, toute la haine que moi j'ai principalement, on va dire pour mon père, parce que genre, je ressens en fait le besoin qu'à chaque fois que je suis proche de lui, il m'énerve. Genre, j'ai envie de crier, j'ai envie de... Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours envie Oui. de refouler qu'est-ce que j'ai. Parce que Tu as quel âge? j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Est-ce que tu es étudiante? Oui, je suis étudiante en gestion. J'ai presque D'accord. fini même. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Ça, moi, ça me fait plaisir quand quand je vous entends dire que j'ai bientôt fini, que je fais des études et que, mashallah, qu'Allah vous Oui. préserve. Donc, avec ton papa, est-ce qu'il y a des liens qui se font? Est-ce que ils se sont faits quand vous étiez plus jeune? Ouais, on va Il y a... dire ça. Il y a eu des liens vers peut-être 2 ans, 3 ans, je vous assure. Mais à partir de là, il y a... Bon, jusqu'à ce que je grandisse, j'ai plus... Il n'y a rien eu en fait. Parce que je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Puis, genre, je ressens en fait que moi, c'est juste de côté. Parce que je suis grande, puis il n'y a plus ça. J'ai même plus vu ça depuis longtemps. Vous voyez? C'est avec mes frères qui sont un peu plus jeunes que je vois. Puis, moi, c'est tout le temps des disputes en fait. Oh, tu fais pas ça de bien. Oh, pourquoi tu es comme ça et tout et tout. Pourquoi tu n'es pas responsable et tout à ton âge. Puis j'arrive pas. Puis tout ce que vous avez expliqué, quand je regarde mon comportement, je vois que arrivé à un moment, j'ai crié. Arrivé à un moment, j'ai haussé le ton. Arrivé à un moment, j'ai même blessé en fait. Puis je sais pas pourquoi j'agissais comme ça. Alors, c'est très simple, hein. Si tu as agi comme ça, c'est parce que tu étais dans une injustice. Parce que tu fais tout bien. Tu essayes d'être droite, d'être obéissante, de faire de manière à ce que tes parents soient contents et satisfaits de toi. Mais malgré tous tes efforts, on n'arrête pas de te dire mais pourquoi tu fais pas ça comme ça et pourquoi tu n'es pas comme ça et pourquoi tu n'es pas comme ça. Donc c'est normal, à un moment donné, tu gardes, mais après ça explose parce que tu dis c'est pas juste. Je suis pas une fille qui désobéit, je suis pas une fille qui est respectueuse, je suis pas quelqu'un qui, quand elle sort, elle prend des chemins qui sont pas bons. Je suis droite, je fais ce qu'il faut, et en fin de compte, on ne reconnaît pas, il n'y a pas de reconnaissance. Et la non-reconnaissance, bien sûr, ça va créer de la frustration, et ça va créer de la colère, et ça va créer ce que tu ressens. Et c'est normal qu'à un moment donné, tu aies crié. Et oui, quand tu t'es rendu compte que c'était pas bien ce que tu avais fait, tu as fait quoi après? Mais justement, il n'y a pas eu... En fait, quand c'est des choses qui arrivent, mon père me fait asseoir, puis on discute, puis il me dit pas, genre, pourquoi j'ai fait ça? Il me dit, ne fais pas ça, parce que moi, je suis ton père, tu dois pas me manquer de respect, puis ça s'arrête là, genre, on discute plus. Genre, il me dit, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, puis c'est à moi de savoir que, oh,
genre, je dois plus le Ouais, faire. Voilà. c'est ça, Genre, il n'y a c'est a ça. pas de oh, pourquoi t'as pas essayé de ne pas faire ça bien ou de ne pas faire ça, genre, mal et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a Oui, je pas eu vois très ça. bien. C'est plutôt oh, tu sais, je suis ton père ou je suis ta mère, tu dois pas me parler comme ça, c'est pas bien. C'est juste ça qu'il y a, puis la discussion s'arrête, puis moi, je garde tout dans mon cœur, puis ça me fait très Voilà. mal. Mais c'est pour ça que tu as explosé. Toi, est-ce que tu te rends compte que que tu as des qualités? Euh, non, pas Non? tant que ça. Voilà. Et ben, tu sais pourquoi c'est dû? Tu as un manque de confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas de reconnaissance vis-à-vis de ton papa. Et ça, c'est très dur. Et ça, c'est très dur. C'est pour ça que tu n'es pas bien. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben, tu as explosé. Toi, au En moins, tu as fait, explosé. Tu en as d'autres, elles gardent encore à l'intérieur d'elles. c'était même pas, on était, bon, je sais pas si je peux rentrer dans l'état, mais on était dans une pratique de conduite avec mon père, puis il m'a dit de faire quelque chose. J'étais vraiment stressée, en fait. En sa présence, j'étais beaucoup stressée sur la route et j'ai failli causer un accident à cause du stress. Justement parce que il me disait, ah, tu fais pas ça bien et tout. Je t'ai dit de faire ça bien et tout. Tu fais ça, tu fais pas ça bien. Je connais son tempérament, je sais quelle Mm. personne il est et tout. Mais des fois, c'est tellement difficile de dealer avec, Eh bien, il ne faut pas j'ai, conduire avec papa. Il ne faut pas apprendre à conduire avec papa. Avec tous les non, papas maghrébins, faut pas apprendre à conduire avec eux. Apprenez avec d'autres personnes, mais pas avec les papas. Voilà, pas avec les papas. Ben, il y a des choses, tu sais que c'est pas bon. ouais. Évite. Voilà, tu évites. Et euh, il faut savoir que, voilà, il faudrait qu'on travaille sur ta confiance en toi, ton estime de toi et comment tu vas rebondir à travers ces relations. Voilà. Là, il est 27, je crois D'accord. qu'il me reste 3 minutes. C'est ça, hein, Malik? On va prendre une dernière personne et ensuite Voilà, on une arrête, dernière Inch'Allah. personne. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en privé si vous voulez. Ok. Salam Merci. Que Allah te alaikum. facilite, ma Salam sœur. Salam alaikum, salam alaikum. alaikum. Avec Bah, ça. j'espère qu'on aura le temps. Je voudrais savoir, en fait, moi, je suis en instance de divorce et on a un enfant de 2 ans. Oui. Et il est en garde partagée et je m'inquiète énormément pour l'évolution de notre fils, en fait, quant à comment le faire grandir dans ce système-là de divorce que lui n'a pas choisi. Et c'est surtout ce qui me dérange, c'est que son papa, bon, il a beaucoup de culpabilité. Et du coup, j'en reviens à la sœur qui nous a parlé tout à l'heure, qui disait que il est beaucoup gâté quand il est avec papa et avec moi. Moi, c'est un peu beaucoup plus structuré. Et du coup, je ne sais pas comment arranger de mon côté. À chaque fois que je le récupère, en fait, il faut toujours que je réajuste moi derrière. Et je me dis que j'arriverai pas à m'en sortir en fait si le papa, de toute façon, il veut pas me suivre. Donc, dans son éducation. Donc, je sais pas comment moi, à mon niveau, je pourrais éviter les dégâts au maximum pour sa vie future, Inch'Allah. D'accord. Alors là, j'aurais pas le temps de répondre Ouais, vraiment de manière efficace à ta question. Viens en privé. Tu me redis que c'est toi et d'accord. je te répondrai tranquillement sans problème. D'accord, ok. Pas de souci. D'accord? D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Barakallahu Barakallahu fik. fik. De Salam rien. alaikum. Salam alaikum, merci. Comme cela. Alors, on va clôturer pour que je puisse te libérer, Inch'Allah. D'accord? Les personnes qui souhaitent consulter Dalila, vous avez sur son compte, vous appuyez sur le titre en haut à gauche et vous vous abonnez, vous la retrouverez, Inch'Allah. Barakallahu fik, Dalila. On se De dit rien. au 7, Au Inch'Allah, 7, pour parler Inch'Allah. des couples et du mariage. Pas sur le À la couple et le mariage, récompense. Inch'Allah. Amin. Salam Barakallahu alaikum. fik, mon frère. À bientôt, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Donc, les personnes qui souhaitent retrouver le live, il sera disponible sur YouTube, le YouTube Milieu Islam. Le lien il est en story. Donc, je mettrai la vidéo soit ce soir, soit demain, Inch'Allah. Là, je vous invite tous à aller voir le live avec Ismaël de Marseille, Islam Mag et Nader Abou Anas. Donc, ça sera tout de suite à 21h30. Qu'Allah vous récompense et qu'il nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.